Super. Alors, peux-tu expliquer ce que fait 500 Global et quelle est la vision du fonds exactement? Alors, 500, on est un fonds d'investissement basé, donc nos headquarters sont basés aux États-Unis, mais on investit partout dans le monde. On est un fonds d'investissement qui investit dans du early stage, c'est-à-dire qu'en général, on va investir dans des boîtes qui viennent juste de commencer, qui soit ont un produit qu'elles testent sur le marché ou qui ont un produit qu'elles ont déjà testé, mais qui est vraiment en phase, on va dire, d'amorçage. Et on va aussi, on va dire, complémenter notre investissement avec ce qu'on appelle des programmes. Donc, on a nos propres programmes startup qu'on a nous-mêmes, on va dire, créés et itérés. Et D'accord. ces programmes nous permettent d'ajouter une complémentarité à notre investissement capital. Donc, les programmes vont nous permettre de soutenir les entrepreneurs, leur faire découvrir, on va dire, de nouvelles géographies, les connecter avec des mentors partout dans le monde, et aussi les soutenir dans leur phase de test et dans leur phase de trouver un product market fit dans le marché. Et donc, on est un investisseur qui apporte du capital, mais aussi ce côté programme accompagnement qu'on fait en phase d'amorçage. D'accord. Et c'est partout, c'est aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde, le programme? Aujourd'hui, nous offrons nos programmes d'accompagnement dans plusieurs pays dans le monde. Notre programme phare se trouve effectivement à San Francisco, aux États-Unis, où nous avons débuté. Mais nous avons aujourd'hui des programmes que nous faisons aussi en Égypte. Nous les faisons aussi à Riyad, en Arabie Saoudite. Aussi, nos programmes sont en Georgie. Euh, Ils sont assez distribués dans le monde, à Taïwan. Au Japon, nous avons un footprint, on va dire, assez global en termes de là où nous déployons ces programmes. D'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur l'Afrique. Alors, combien 500 Global a déjà investi dans des entreprises africaines? Et vous travaillez exactement dans quel pays? Aujourd'hui, on a investi dans plusieurs pays africains. Nous avons investi, que ce soit en Égypte, au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, euh, en Égypte également, beaucoup, au Maroc. Nous avons eu la chance d'investir dans plusieurs entreprises en Afrique à travers le continent. D'accord. Nos investissements aujourd'hui, en 2023, s'élèvent à plus de 130 investissements, si je ne me trompe pas, que nous avons fait en Afrique, D'accord. entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. D'accord. Alors, vous investissez des montants d'à peu près de combien? Et en tout, on peut avoir la somme globale que vous avez déjà investie? En général, nos investissements peuvent aller entre 150 000 euros au début, enfin 150 000 dollars, pardon, en premier ticket, en moyenne, jusqu'à une moyenne de 250 000 dollars par premier ticket. On a l'habitude, en tant qu'investisseur, d'investir, comme je l'ai dit, très early, quand les boîtes sont encore à un stade où on peut les accompagner. Et nous définissons notre investissement entre donc, le capital que nous apportons et aussi donc, les programmes que nous mettons en place pour soutenir les entrepreneurs. D'accord. Alors, comment les entrepreneurs peuvent vous contacter et comment se déroule la procédure en fait? Ils vous envoient un mail, comment ça se passe? En général, euh, surtout les entrepreneurs dans lesquels on investit en early stage, ont la capacité d'aller sur notre site internet qui est Oui. 500.co et ils peuvent soumettre sur le site leur application euh, pour que ce soit nos programmes aux États-Unis, donc nos global programs, ou alors nos programmes régionaux, que ce soit donc dans les pays que j'ai mentionnés, que ce soit nos pays dans l'Afrique du Nord. En Europe de l'Est, en Asie, ils ont la possibilité d'utiliser notre website directement pour pouvoir soumettre leur application. D'accord, dans n'importe quel pays du monde, quoi. Même si c'est pas là où vous investissez, donc on va sur le site, contact, on envoie le deck, c'est ça? Oui, 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 exactement. En général, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir entrer en contact avec nous, surtout si c'est des entrepreneurs qui sont dans des pays où on n'a pas forcément de programme en place, C'est où on ça. n'a pas forcément d'équipe sur place. Notre site internet, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir entrer en contact avec nous. Après, nous sommes aussi tous très actifs
sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Donc, en général, que ce soit nous contacter à travers les canaux de nos réseaux sociaux ou alors contacter différents membres de l'équipe par région. Donc, forcément, on a aussi chacun des indications des régions dans lesquelles on est. Donc, contacter les équipes qui sont dans les régions concernées. D'accord. Alors, quels sont les secteurs les plus attractifs pour vous, les investisseurs, maintenant, en ce moment? Les secteurs les plus attractifs aujourd'hui, bon, forcément, on a des secteurs pour en Afrique. On parle en Afrique en particulier ou de manière générale. Euh, En En Afrique, Afrique. d'abord, on peut commencer, Alors, ouais. Et après finir oui, en par... Afrique, Oui? bien sûr que la fintech est un secteur assez attractif pour beaucoup d'investisseurs. Et quand je dis fintech, c'est pas forcément juste fintech en paiement P2P. Donc, c'est pas juste pour des transactions en P2P. On parle vraiment de l'inclusion financière. Donc, quels sont les produits qui peuvent être mis à la disposition des populations, surtout des populations en masse, qui peut leur permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat, que ce soit des produits d'épargne, des produits d'investissement, des produits de microfinance, qui permettent à la population de manière générale de pouvoir augmenter son pouvoir d'achat, mais aussi des D'accord. produits financiers qui sont mis à la disposition des SMEs, qui sont mis à la disposition de petites et moyennes entreprises. C'est vraiment là où les fintechs, pour moi, ont un angle assez attractif parce qu'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises n'ont pas accès à des produits financiers qui leur permettent d'augmenter, on va dire, leur capacité de fonctionnement. Donc, c'est vraiment des fintechs qui vont s'adresser particulièrement à ce segment de la population, sont assez intéressants de manière générale. D'accord. Après, forcément, je trouve que l'agritech est très intéressant. C'est un secteur dans lequel on voit un grand besoin parce que l'Afrique en tant euh, que le continent a aussi besoin de se développer sur sa souveraineté alimentaire. Et donc, l'agritech a beaucoup de potentiel. Après, c'est vrai que l'agritech est un secteur qui est un peu plus challenging à tacler d'un point de vue VC. En général, on a besoin de plusieurs formes de financement qui sont impliquées dans l'agritech, donc pas que du VC. Mais c'est vrai que l'agritech est intéressant. Après, c'est vrai que l'éducation, la tech est très, 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 très attrayante parce qu'on a un continent avec une population jeune qui n'arrête de croître chaque jour. Donc, on a de grands besoins en éducation. Donc, l'EdTech, on voit d'ailleurs de très belles boîtes maintenant qui sortent en EdTech en Afrique où il y a un besoin. Et en plus, il y a une forte demande. Et la tech peut permettre de vraiment scaler euh, l'approche ou l'accès plutôt à ces services-là, ces services d'éducation et de vocation aussi. Et puis finalement, je dirais que deux autres secteurs que je trouve assez intéressants. Le premier, ce serait l'IA, forcément, Mhm. parce qu'aujourd'hui, l'IA est une deep tech qui sera assez, on va dire, ce sera une technologie qui va se retrouver intégrée avec beaucoup d'autres secteurs. Donc, ce ne sera pas juste un secteur en soi, ce sera vraiment un secteur qui a le, le potentiel d'être intégré dans beaucoup d'autres secteurs parce que c'est une application qui peut être appliquée à autre chose. C'est Et ça. donc, ce sera assez intéressant de voir des boîtes africaines dans l'IA qui feront partie du coup de ce qu'on va voir en termes de créer de l'innovation et pas forcément de la consommer. Donc, l'IA en Afrique est quelque chose que je trouve assez intéressant. Et finalement, je dirais vraiment le blockchain, le crypto. Il y a beaucoup de matière à faire là-dessus Mhm. parce que aujourd'hui, et ça revient un peu au premier point dont j'ai parlé sur la fintech, c'est que on a, on va dire, des économies qui sont proies à beaucoup de changements liés à la monnaie et Mhm. des monnaies qui sont assez fluctuantes. Et donc, pour moi, il y a vraiment un gros boulevard que tout ce qui est crypto et embedded secure blockchain system peut avoir sur le développement et surtout sur l'accès à une différents types de monnaies d'échange pour tout ce qui va devenir transaction sur le continent, surtout transactions entre plusieurs pays du continent, ce qui est forcément ce qu'on aimerait voir de plus en plus.
D'accord. Alors, quelles sont les erreurs courantes que les entrepreneurs font quand ils lèvent des fonds et quels conseils tu pourrais leur donner pour trouver les financements rapidement? Bah, malheureusement, ce qu'on voit souvent, surtout en Afrique, c'est que on voit beaucoup d'entrepreneurs qui, malgré leur très très bonne volonté et leur désir de bien faire, euh, n'ont pas forcément égard à beaucoup de, on va dire, de best practice dès le début. D'accord. Et c'est parfois des choses qu'ils peuvent trouver assez banales parce que c'est des choses qu'ils peuvent penser que, en gros, ils n'ont besoin de ça que lorsqu'ils seront une entreprise importante, qui souvent leur pose beaucoup de problèmes dès le début et tout au long. Et je parle de choses aussi simples et basiques que le fait de enregistrer la propriété intellectuelle de leur entreprise, qui appartient à l'entreprise et pas au fondateur, mais qui appartient à l'entreprise. Mhm. Des choses comme aussi euh, avoir un livre de compte. Et pouvoir enregistrer dès le début les dépenses de l'entreprise contre les dépenses personnelles. C'est des choses qui sont très simples et qui souvent ne sont pas très valorisés par les entrepreneurs parce qu'ils pensent que personne ne va vraiment regarder dès le début et que ce ne seront pas des choses qui seront importantes pour eux, notamment aussi des éléments comme la gouvernance de l'entreprise, des chartes de l'entreprise, tout ce genre de petits détails, souvent sont un peu considérés comme des problèmes futurs et malheureusement, ça ne pardonne pas parce que on parle quand même d'un registre où on parle d'investissement. Ce sont pas c'est pas des dons, c'est pas c'est pas des prix qu'on gagne, c'est de l'investissement. Donc, c'est des institutions financières qui regardent ces entreprises-là. Et C'est quand ça. on a des entrepreneurs qui n'ont pas les fondations minimum d'une entreprise, les accords minimum en place de gouvernance, c'est très compliqué de voir ce genre d'entreprise aller sur la longueur. Et surtout, ce que j'aimerais quand même rappeler, dire aux entrepreneurs, c'est que souvent, euh, quand ils arrivent à un stade où ils peuvent, on va dire, lever des fonds de manière plus conséquente, on va leur demander d'avoir ce genre de compte et d'histoire sur leur gouvernance depuis le début de l'entreprise, donc D'accord. depuis la fondation de l'entreprise. Donc, on ne demande pas, euh, en général, on ne leur demande pas d'avoir ce genre de documents pour la phase dans laquelle ils sont. On leur demande vraiment depuis le début qu'ils ont commencé à être opérationnels. Et beaucoup n'ont pas pas les comptes en place depuis ce début-là parce qu'ils ont peut-être juste commencé il y a 6 mois, il y a 12 mois. Donc, c'est quelque chose que vraiment on voit assez souvent et j'aimerais vraiment presser les entrepreneurs à avoir la pratique de commencer ça depuis le début. Puis de manière, on va dire, un peu plus philosophique, il est beaucoup plus facile de commencer une, une habitude que d'en changer une. Donc, c'est très compliqué quand on commence déjà à être opérationnel de manière, on va dire, très douce. Après, de changer les comportements au niveau même du management et des employés, c'est beaucoup plus compliqué de le faire en cours de route plutôt que de commencer comme ça depuis le début. D'accord, d'accord. Alors, ce sera ma dernière question. Euh, où tu conseillerais à un entrepreneur de faire son entreprise aujourd'hui? États-Unis, Europe ou Afrique? Je pense que il y a pas de procès d'intention, en tout cas, à faire sur la géographie dans laquelle ils décident de commencer leur entreprise ou le D'accord. focus qu'ils décident de donner à leur entreprise. Parce que dès le moment qu'ils décident d'en faire une, pour moi, ils font partie, on va dire, de la classe active de la société. Et ils prennent le courage de mettre beaucoup de temps, d'efforts à travailler sur quelque chose qui a beaucoup plus de chances de ne pas réussir que de réussir. Donc, qu'ils le fassent où ils le veulent dans le monde, je pense qu'ils sont déjà, on va dire, des, des, des héros de leur société. Maintenant, en termes je De pense que facilité. ce qui est Mhm. important, c'est de savoir que en termes je pense que les trois ont des critères très différents. Et je pense que les trois ont matière à succès de manière très différente. En termes d'opportunités,
en tout cas présente aujourd'hui, qui existe aujourd'hui. Si un entrepreneur a la possibilité d'ouvrir une entreprise aux États-Unis, bien sûr qu'il devrait le faire, parce que c'est un grand marché, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. En termes de si il a envie de commencer une entreprise pour, on va dire, non seulement regarder ce qu'il peut faire en termes d'opportunités, mais surtout ce qu'il peut faire en termes de changement. Quel est l'impact vraiment? Quel est le degré d'impact qu'un entrepreneur peut avoir sur une société entre les différents marchés que tu as mentionnés? Je pense que l'Afrique est de loin l'endroit où il devrait le faire. Et encore une fois, pas parce que forcément il y a un procès d'intention à faire, mais plutôt parce que bah, si un entrepreneur veut euh, ouvrir son entreprise parce qu'il a envie de voir un changement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements à faire en Afrique. Et il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités en Afrique. On a besoin des entrepreneurs. On a besoin des entrepreneurs locaux et des entrepreneurs de la diaspora. On a besoin des deux. Et on a besoin non seulement d'entrepreneurs, mais aussi on a besoin de visionnaires, de, de personnes qui osent rêver et qui ont des objectifs très ambitieux, des objectifs très difficiles à atteindre et qui sont préparés on va dire, à investir toute leur vie sur ces ambitions-là. Donc, si c'est en termes de là où il aurait le plus d'impact, où elle aurait le plus d'impact, je dirais que l'Afrique n'a pas, on va dire, n'a pas, euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de changement. Et surtout, on dit souvent que l'Afrique a beaucoup de problèmes, mais c'est pas que l'Afrique a beaucoup de problèmes, l'Afrique a juste beaucoup d'opportunités de changement. Donc, sur la liste, que ce soit en secteur, que ce soit en géographie, que ce soit en scope, que ce soit entre toucher les populations jeunes, adultes et plus âgées, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de gaps. Et ce que je pense personnellement par rapport au continent, c'est que tous les problèmes de l'Afrique ne peuvent pas être résolus par le secteur public. La plupart des problèmes doivent être résolus par le secteur privé. On a besoin d'entrepreneurs qui vont ouvrir des entreprises, qui vont chercher à résoudre des solutions, qui vont chercher à travailler entre eux. Et ça aidera énormément le secteur public à pouvoir avoir on va dire aussi un effet beaucoup plus réalistique dans les domaines qu'ils peuvent contrôler et dans les domaines qu'ils peuvent supporter. Donc, s'il y a des jeunes de la diaspora qui ont envie de commencer des entreprises parce qu'ils ont besoin d'avoir un impact, je leur conseillerais fortement de le faire en Afrique.